Nous allons enchaîner tout de suite avec la chronique de Pierrot. Ouais, ce qui est assez intéressant parce que on parlait justement de foi et bon, figurez-vous qu'on ne s'est pas concerté, mais vous allez voir, on va parler de foi. Est-ce que tu peux envoyer, s'il te plaît ? La mort est du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez ? Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira. Est-ce que vous pourriez supporter cette histoire ? La mort est du domaine de la foi. Et ça, c'est une phrase hyper intéressante de Jacques Lacan à la conférence de Louvain. Lacan, c'est un psychanalyste français assez connu, un peu controversé, mais relativement intelligent quand même, faut le dire. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous ? Est-ce que tu peux redire la phrase, s'il te plaît ? La mort est du domaine de la foi. Bah, je peux que être d'accord avec Lacan. Enfin, ce que tu disais tout à l'heure, la mort, c'est une croyance, tu vois. Si tu vois la vision de la mort en Europe et la vision de la mort en Amérique du Sud, par exemple, tu vois bien qu'il y a une vision de la mort qui n'est pas célébrée de la même manière. Il y en a, ils célèbrent les enterrements en Europe, j'imagine que on s'habille en noir, on va à l'église, on pleure. En Amérique du Sud, on fait la fête, on met des masques, et il y a de la musique et on danse. Et j'imagine que sur d'autres continents, on aurait d'autres manières de célébrer. En Inde, ils entassent les cadavres, ils y foutent le feu, et puis ils en ont rien à foutre. Ils font un barbecue, quoi. Non, c'est ça, parce qu'ils pensent à la réincarnation, donc eux, ils s'en foutent, tu vois. Alors, ça tombe bien que vous parliez un petit peu d'ethnologie, parce que je vous en parlerai après, justement. J'ai dégoté 2-3 petites pratiques qui sont intéressantes. Mais en ce qui concerne la phrase de Jacques Lacan, lui, il parle bien de votre mort à vous. Celle des autres, on s'en fout. Celle des autres, on y croit, en fait. La mort des autres, elle est toujours vraisemblable parce qu'elle est celle des autres, et pas la soi. Enfin, pas la sienne. C'est plutôt le fantasme d'immortalité dont parle Lacan, là. Quelque chose qui serait de l'ordre du... En fait, inconsciemment, au fond de nous, on n'y croit pas qu'on va mourir. Moi, j'ai le sentiment contraire. J'ai l'impression que je me prépare toute ma vie à ma mort. Justement, j'ai la sensation que mon moyen d'accéder à l'immortalité, c'est à travers l'héritage que je vais laisser, tout le patrimoine culturel, tous les humains dont j'aurais changé potentiellement les trajectoires et dont j'aurais une empreinte sur leur vie. C'est un peu ma manière de me dire que je serais immortel par toutes mes bonnes actions, quelque part. C'est bien ce que je dis. Finalement, la mort propre, en cela qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut pour survivre à notre propre mort, et en ligne de mire, c'est quand même l'art et les enfants. Souvent les enfants quand même, c'est finalement le prolongement de nous-mêmes dans l'espace-temps, dans l'humanité. En revanche, ce fantasme de l'immortalité, il est constitutif. En psychanalyse, on dit ça, on dit qu'en fait, l'humain se bâtit autour d'un manque fondamental. Et ce manque fondamental, on l'appelle la mort, on l'appelle vivre, on l'appelle mourir. On essaye de lui donner une face humaine, finalement. Mais c'est plus que la mort, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire, qui est de l'ordre de l'indicible. Une sorte d'abîme, quelque chose autour duquel on se serait bâti avec le temps et comme on peut.
autour de ce manque. Chez Heidegger, c'est un philosophe allemand qui a un peu mal terminé sa vie à cause du nazisme, mais bon, il avait développé quelque chose d'assez... il avait développé un On concept... lui en veut pas. Non, il a développé un concept relativement intéressant et tout à fait parlant pour expliquer la création de l'esprit humain et son agencement autour de ce manque fondamental. Écoute-moi bien. L'humain est bâti un petit peu comme un potier bâtirait un vase, c'est-à-dire qu'il se construit en créant un contenant, mais en créant ce contenant, il crée en même temps le vide. Tu comprends ? Le psychisme humain s'articule autour du vide. Et on fait tout ce qu'on peut pour pas avoir à regarder à l'intérieur de l'abîme. L'art, la beauté. D'ailleurs, Lacan disait que la beauté, c'est le dernier voile avant l'horreur. L'horreur de l'abîme, justement. On essaie de sublimer ça. La mort, en psychanalyse, en psychologie, en général, en tout cas dans pas mal de courants philosophiques, c'est pas seulement le fait de mourir. C'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'agencement d'un manque qui est réellement... qui est obligatoire à la vie puisque c'est lui qui suppose le désir. Ça, c'est intéressant, non ? Ouais. C'est très intéressant. Et alors, quand on m'a dit, Pierre, ce serait bien qu'on parle de la mort, et en fait, je me suis mis un peu devant ma feuille et je me suis dit, mais en fait, je parle tout le temps de la mort. Parce que le premier épisode, bon, on n'en a pas fait beaucoup, certes, mais le premier épisode, j'ai parlé du rêve. Et le rêve, c'est la mort. J'y reviendrai. Et le second, j'ai parlé du temps. Et il n'y a rien de plus proche de la mort que le temps. Et d'ailleurs, on a parlé de l'absurdité. Tu vous souvenez, le mythe de Sisyphe, le rocher, la mort. L'existence humaine, l'absurdité. Pourquoi je parle du rêve et de la mort comme étant la même chose ? Pour en arriver là, il faut qu'on fasse un détour à la Grèce antique. Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on aille en Grèce antique ? Let's go. Let's go. Ok. La théogonie d'Hésiode, est-ce que vous connaissez un petit peu la Grèce antique et les mythes ? Alors, de base, oui, mais toi, te connaissant, tu vas nous parler d'un truc que je connais absolument pas. Vous allez probablement connaître en réalité. En général, les dieux, c'est les dieux d'un truc. Mettons, je suis le dieu de la table. Ok ? Je m'accouple avec le dieu des trucs ronds, ça fait une table Ronde. Exactement. D'ailleurs, on pourrait faire un jeu comme ça, où on fait, par exemple, le jeu de la bêtise et le jeu de la politique, et ça nous donne la situation L'extrême droite. actuelle. Exactement. Ça nous donne, moi, à mon avis, tout, en fait, la politique. Mais bon, c'est un autre débat. Donc, vous savez très bien que donc les dieux sont les dieux de quelque chose et qui s'accouplent en général avec d'autres dieux pour créer des dieux d'autres choses. Des sous-classes, des Des sous-dieux. Des pseudo-sous-dieux. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête là, mais bref. Reprenons. Donc, je vous ai dit que le sommeil et la mort étaient très liés, tout simplement parce que le sommeil et la mort sont des frères jumeaux. Et ils ont été enfantés par qui, à votre avis ? Romus. Non, c'est chez les Romains, Romulus. Rome. Non. Par Aphrodite. Non, c'est la déesse de l'amour. Par Hadès. Pas loin. Hadès, c'est dans les ténèbres, mais on n'est pas loin. La mère du sommeil et la mère de la mort, c'est Nyx, c'est la déesse de la nuit. La déesse de la nuit, elle est en couple avec Erebos. Erebos, c'est le dieu des ténèbres. On parle pas de Morphée aussi ? Morphée, c'est la fille d'Hypnos. Ok. C'est la déesse du sommeil. Alors, c'est la déesse des rêves. Alors que nous, on s'intéresse à Hypnos, qui est la déesse du sommeil ou de la... Enfin, je sais plus. Mais bon, bref, vous m'avez compris. Moi, j'étais déjà perdu. Si lui, il se perd, ça me rassure. Vous me perdez. Quoi qu'il en soit, Nyx, elle a eu plein d'enfants, parmi lesquels, par exemple, Némésis. Bon, j'ai pas tous les noms en grec, mais il y a la douleur, il y a la souffrance, etc. Mais elle a eu particulièrement 2 jumeaux, d'ailleurs, et qui sont donc Hypnos et Thanatos. Et la spécificité, dans ce cas précis, de ce jumelage de la nuit, c'est que cette déesse Nyx, elle a décidé de les faire toute seule. Nyx sa mère. Nyx sa mère, exactement. Elle a fait ces deux jumeaux toute seule, alors que d'habitude, elle n'avait pas l'habitude de faire des enfants toute seule. Elle a fait un enfant toute seule, j'aurais dû mettre le jingle. Elle s'est auto-fécondée. Elle s'est auto-fécondée. Qu'est-ce que ça vient nous dire de la relation, de cette relation entre la mort et le sommeil, à votre avis ? Parce que c'est nous avec nous-mêmes. Exactement. Ça vient nous dire, et c'est ce que veut nous dire Hésiode dans sa théogonie, que finalement, alors, il n'y a pas que l'Hypnos et Thanatos qui ont été enfantés par cette déesse toute seule, il y a aussi la douleur et la maladie.
Mais bon, quoi qu'il en soit, ces deux jumeaux-là, ça vient nous dire que on est seul dans ce manquement. C'est-à-dire qu'il nous appartient qu'à nous-mêmes. Je trouvais que c'était assez intéressant de vous le dire. Ouais. Non, franchement, c'est une approche... Moi, je suis encore en train de réfléchir. Je pense que je vais réfléchir pendant encore 1 heure pour Ouais. analyser toutes les infos que je viens de recevoir d'un coup. Finalement, tout ce qu'il faut retenir, c'est que la mort, le sommeil, le rêve, comme vous voulez l'appeler, sont des expériences de la solitude humaine. Et que finalement, quand on se penche bien sur l'humanité dans ce qu'elle a de plus profonde, force est de constater qu'il y a quand même une part de grosse solitude dans l'expérience humaine, dans ce qui fait l'expérience humaine. Et d'un côté, une part aussi sociale. C'est assez intéressant. Enfin Ouais. bon. On est ensemble, mais quand on meurt seul finalement. Exactement. Et on abandonne et on laisse seul ceux avec qui on était. Voilà. Il y a un rapport entre la solitude et la mort, qu'elle soit vécue par nous ou par les autres. Exactement. C'est tout à fait ça. Et ça a à voir avec la parole aussi. Il y a quelque chose qui s'articule autour de la parole là-dedans. On essaye de la parler, cette mort, on essaye d'en dire quelque chose. Et d'ailleurs, on pense que si l'humain continue de parler, c'est précisément parce qu'il n'a pas réussi à tout dire de la mort. Parce que si on avait réussi à tout dire, on ne parlerait plus, on serait mort. C'est les morts qui ne parlent plus. Le jour où quelqu'un va se mettre devant un arbre et dire « ça, c'est un arbre », et qu'il aura tout dit de cet arbre, l'humanité peut s'arrêter. On ne pourra jamais tout dire. C'est impossible. Donc l'humanité ne s'arrêtera jamais, si on ne peut pas tout dire. Exactement. Parce que il y a un manquement fondamental dans le langage, qui est de l'ordre d'un raté de ce qu'il y a dans le réel. Vous voyez ? La mort, c'est précisément ici qu'elle se fige, dans ce petit raté qu'on a entre ce qu'on voudrait dire des choses, ce qu'on pense des choses, et ce qui existe vraiment, et qui nous échappe. Ça, c'était pour la partie un petit peu théorique. Bon, et vous savez que pour Homère, quand quelqu'un mourait, on disait que l'âme quittait l'enclos de ses dents. C'est quand même vachement sympa, non ? Comme façon de dire. L'enclos de ses dents. C'est mignon. Ouais, comme s'il y avait un souffle qui était retenu dans l'enclos des dents, et que quand quelqu'un meurt, finalement, ça s'enfuyait. D'ailleurs, quand les gens meurent, en général, je vous le dis, à l'hôpital, on leur met une sorte de mentonnière. Ça permet de retenir la bouche, parce que quand quelqu'un meurt, en général, ça s'affaisse, et ça fait une sorte de béance, de trou, d'abîme. Et ça fait vachement peur à la famille. Donc voilà, ça existe, ce genre de choses. La mort, c'est aussi quelque chose d'un peu tabou quand on y pense, parce que on sait qu'on va tous y arriver, et puis d'un côté, le suicide, c'est quand même un peu tabou. Ouais. C'est vrai, hein. Chez les Grecs, vous savez ce qu'on faisait avec les gens qui se tuaient par le glaive ? On leur coupait la main qui avait servi à se poignarder, et on l'enterrait à côté. Comme ça, il y avait le mec mort et le tueur. Ok. C'est marrant, non ? Ouais. C'est incroyable. C'est fou, hein ? Est-ce que vous savez ce que c'est la taphophobie ? Ah, je vous laisse deviner. La tapho, c'est PH ou F ? PH ? Je crois que c'est PH, mais je suis dyslexique. Tapho. Taphophobie, je pense que c'est la peur. Ça, je suis sûr. Ouais, c'est la peur. Le début, je le tiens. C'est la fin, du coup. J'ai la fin, j'ai pas le début. C'est la peur de jamais se réveiller. Attends. Pas loin, Comme ça. La peur de ne jamais mourir. pas loin. Il y a quelque chose du côté de la mort, bien sûr. Effectivement, vu que c'est la chronique, les gars. La peur de mourir dans son sommeil. Non, c'est pas ça, mais c'est pas loin. Il y a la mort, quoi. Je vous le dis, Ouais. la taphophobie, c'est la peur d'être enterré vivant. Ah, ok. Alors, pour la petite histoire, il y a eu beaucoup d'écrits autour du XVIIIe siècle, 1740, qui sont sortis, parce qu'on est rentré dans une sorte de paranoïa à ce propos, étant donné qu'on a commencé à découvrir des traces D'ongles sur des cercueils. d'ongles dans les cercueils. Exactement. Et après, ils ont installé des petites cloches Exactement. avec une petite ficelle Ça à a été- l'intérieur. Ça a été un vrai business pendant longtemps, et ça a duré jusqu'au 19e siècle, cette histoire, hein. Ok. Ce livre en question, qui a un petit peu mis au goût du jour tout ça, ça s'appelle La dissertation sur l'incertitude des signes de la mort. Et ça a donné lieu à une grande paranoïa sur est-il mort ? Est-il pas mort ? Est-ce qu'on l'enterre ? Est-ce qu'on attend ? Bref. Mais en tout cas, il y a dans ce livre que j'ai feuilleté tout à l'heure à la bibliothèque des choses absolument affreuses. Je vous en dis une par exemple. Des voleurs de tombes ont ouvert un cercueil pour piquer l'anneau de Mémé. Ok, sauf que Mémé, elle était manifestement pas morte quand ils l'ont enterrée.
Bon, bien sûr, tu l'as dit, traces de doigts sur le bois du cercueil, ongles déchirés, plus, elle a mangé sa langue, tellement elle avait faim. Est-ce que vous avez l'image de l'autophagie de la langue, comment c'est horrible? Ouais. Elle était devenue tellement folle, à mon avis, dans ce cercueil, qu'elle a fini par bouffer sa propre langue. C'est horrible. Comment elle l'a avalé du coup? Bonne question. Comment elle a dégluti? Bonne question. Et alors, tout ça, ça nous amène aux avancées de la science, enfin, si on peut parler de science, puisqu'à l'époque, on est encore dans une sorte de balbutiement de la science, et on arrive dans cette fameuse question de doit-on réanimer, doit-on ne pas réanimer, et si on réanime, comment est-ce qu'on réanime? Est-ce que vous savez comment on pensait qu'il fallait réanimer les noyés au XVIIIe siècle? Je vous le dis, c'est un camoulox. Comment réanimer quelqu'un qui s'est noyé? Et ouais, Je pense qu'on le mettait la tête à l'envers dans un tonneau rempli d'eau. presque bien joué, mais c'est pas du tout ça. Ok, au XVIIIe siècle, t'as un essai peut-être, Henri? Non, franchement là... Au XVIIIe siècle, pour réanimer quelqu'un, on pensait qu'il fallait lui souffler de la fumée de tabac dans... L'anus. Exactement, l'anus. C'est complètement dans l'anus. Ça, c'est juste un gars chelou qui avait un petit fantasme et il s'est dit non, mais les gars, Non. laissez-moi, je sais faire moi. Ça a duré longtemps, il y a même eu des pratiques après qui ont un peu dérivé du côté de l'urine et de la bouche, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'époque, ils ont même créé des machines exprès, et il y avait cette certitude que effectivement, en soufflant du tabac dans l'anus de quelqu'un qui s'est noyé, il va se réveiller. Ça n'a aucun sens. Mais ça sort d'où surtout? Qui a eu l'idée? Ça sort d'où? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, trêve de bavardage sur les choses de l'histoire qui sont un petit peu bizarres, de Georges Perec? Parce qu'on ne peut pas faire une chronique sans que je parle un peu de littérature. Non. Georges Je connais Perec. Marie-Josée Pérec. Ben non, c'est pas loin, mais c'est pas ça. Georges Perec, il a écrit un livre qui, à mon sens, parle bien de la mort, même si je ne sais pas s'il l'a fait exprès. Georges Perec, il a perdu sa mère, assassinée d'ailleurs, par la barbarie nazie dans les camps, et il a perdu son père à la guerre. Et puis un jour, il a voulu créer un livre avec un petit défi, mais qui nous dit beaucoup de ce qu'est la mort et de comment est-ce qu'on peut la représenter. Il a écrit un livre qui s'appelle La disparition. Non ? Non. Absolument pas. Ok, je vous donne le pitch du livre et vous allez comprendre avec des yeux ébahis, tellement c'est incroyable. C'est un livre où il n'y a pas de E. Il n'y a pas la lettre E dans ce Putain, livre. il a dû se faire tellement chier. Imaginez à quel point c'est incroyable d'écrire un livre sans E. Imaginez le nombre de mots dans lesquels il y a un E. Et c'est finalement peut-être ça la mort. C'est quelque chose qui nous habite dans chacun des mots qu'on prononce. C'est quelque chose qui est là quelque part et qu'on a énormément de mal à dire. Mais finalement, il est constitutif de nous-mêmes. Ouais. Déjà, l'adverbe être, quoi, comment il a fait? Il y a que suis. Et ben, il a complètement géré sa race. C'est dingue. Ouais. Et est-ce que le livre est intéressant ou est-ce que c'est juste rigolo? Le livre est bien. Non, le livre est Moi, bien. je me souviens du coup de ce truc-là, et je me souviens qu'il y avait des critiques qui avaient un peu dézingué le livre sans capter qu'il n'y avait pas de E dedans. Ah bah oui. Mais le génie ne se trouve pas là où il se trouve. Mais c'est fou comme performance, écrire un livre sans E. Et d'ailleurs, je l'ai noté parce que tout à l'heure, je le refeuilletais à la bibliothèque toujours. Et dedans, il utilise le mot patatration. C'est lié à l'onomatopée patatras. C'est marrant, non? Oh, putain, délire, ouais. Une sacrée patatration. Tu sais, tu déboules dans une pièce, Ouais, tout tombe. Voilà. la grosse patatration. C'est fou quand même. Ouais. Bon, j'avais dit que je vous ferais un petit tour ethnologique sur les pratiques. Et vous allez voir, c'est hautement poétique. Aux Philippines, dans le village de Sagada, pour aider les morts à passer dans l'autre monde, ils se sont dit, attends, on enterre les cercueils dans la terre. Non, ça va pas. C'est dommage parce que eux, ils vont dans le ciel. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Non, plutôt que ça, on va plutôt accrocher les cercueils à la falaise. Plus marrant. C'est fou, non? Ouais. Donc du coup, t'arrives dans le village et t'as une grande falaise avec plein de cercueils accrochés. Île de Sulawesi, excusez-moi si j'écorche. En Indonésie, les Tojara, ils s'appellent. Eux, une fois par an, ils déterrent leurs morts. Attention, c'est un vrai délire. Ils déterrent leurs morts. Ils les nettoient. Ils les habillent. Ils les maquillent. Et ils les promènent dans tout le village. Ah, je crois que j'en entends Et parler. ils les gardent toute la journée avec eux. C'est fou quand même, non? Ouais, mamie. Dans l'Himalaya, j'ai oublié le nom de ce peuple qui fait ça, mais en tout cas, c'est les habitants de l'Himalaya. Ils considèrent que les vautours, et d'ailleurs dans le bouddhisme, le vautour c'est assez sacré, et ils considèrent que c'est
pas psychopompe, parce que psychopompe c'est pour l'âme, mais en tout cas que ça permet de transporter le corps vers les cieux, et ça permet d'aider l'âme à monter. Et donc ils accrochent les morts à des rochers et ils les laissent manger par les vautours. Comme ça, ton âme elle monte, et ton corps aussi, en fait, puisqu'il est dans le vautour, dans des dieux. C'est beau, non ? Enfin, les crânes sacrés à Kiribati. Kiribati, c'est une petite île au milieu du Pacifique. Et ils font un truc assez incroyable aussi. Et je trouve que c'est assez joli. Ils enterrent les morts. Bon, jusque-là, rien d'anormal. En tout cas, rien d'exceptionnel. Et un mois après, ils retournent et ils les déterrent. Et ils prennent leurs os et ils les polissent. Et ils gardent le crâne. Et ensuite, ils remettent les os. Comme ça, ils ont toujours la tête... Et ils lui donnent à manger aussi au crâne. Et comme ça, ils la laissent dans la maison. Et puis, mamie, elle est toujours là, quoi. C'est cool, non ? C'est pas mal. Il y a aussi un truc où, je sais plus de quel endroit ni rien, mais peut-être les Mayas ou un truc dans ce genre-là, où ils enterraient sans cercueil, je crois, et pas sur le dos, mais sur le ventre. Face au sol, en fait. Parce qu'ils disent on est de la terre, on vient de la terre, donc on retourne à la terre. Et il y a beaucoup de trucs dans pas mal de croyances où on s'enterre plutôt face au sol. Oh. Et petite anecdote aussi rigolote, c'est que j'ai quelqu'un dans ma famille, une cousine de ma mère, qui était revenue de voyage, qui avait ramené des babioles de voyage de je sais plus trop où. Et puis après, le temps passe, etc. Et les deux enfants, donc mes cousins, donc il y avait des trucs bizarres dans la maison, des bruits de pas, des trucs comme ça, et eux se faisaient chatouiller les pieds la nuit, pendant qu'ils dormaient. Ils se faisaient tirer la couette, chatouiller les pieds, il se passait des trucs, il y avait un monsieur dans la chambre, ils racontaient plein de trucs, ils avaient peur, et au bout d'un moment, c'était trop, c'est monté en intensité, au bout d'un moment, c'était trop, et ils pouvaient plus supporter. Ils dormaient tous ensemble dans la même chambre et tout, pour éviter de se faire emmerder la nuit par des fantômes ou je ne sais quoi. Elle a fini par en parler autour d'elle, etc. On lui a conseillé d'appeler alors je sais plus si c'est un médium ou un prêtre, mais bon, quelqu'un qui pouvait venir nettoyer la maison, entre guillemets. La personne est venue, elle est rentrée dans la maison, elle a tout de suite capté quelque chose, elle rentre dans le salon, elle a vu 2 babioles qu'elle avait ramenées de ce voyage, c'était des gargouilles. 2 gargouilles posées sur sa cheminée. Elle a tout de suite capté, elle a dit laissez tomber, cherchez pas plus loin, c'est ça. Comme dans Quasimodo. Ouais. Elle lui a dit prenez ces gargouilles, allez rouler 30 km en voiture, allez quelque part, enterrez-les face contre le sol. Donc pareil, le truc vers Mais le je sol. crois que dans certaines cultures, c'est maudire quelqu'un que de l'enterrer comme ça. Bah, ça dépend des croyances. Et donc elle a fait ça, elle a été à l'extérieur d'Amiens, elle les a enterrés face contre terre dans le sol. Plus rien, plus d'événements dans la maison, Plus personne leur chatouillait les pieds. Rien du tout. Ah merde. Tout s'est arrêté du jour au lendemain. Dernière petite anecdote, mes chers amis, et après je vous rends le micro. Tribu des Bata-Mariba. Ça se divise entre le Togo et le Bénin, vu que le découpage des pays africains a été fait à la barbarie. Lorsqu'il y a 2 personnes qui font l'amour et qui s'unissent, il y a 2 âmes qui sont mortes, qui reviennent du cimetière et qui s'unissent en même temps, dans l'air comme ça. Et l'âme d'un des 2 morts insuffle la vie dans le bébé. Oh waouh, c'est perché. C'est pas trop beau, surtout. Moi, alors peut-être la manière dont tu l'as dit, mais moi ça m'a fait un peu flipper. Moi, ça me fait flipper et en même temps, ça me rassure. Ouais, c'est comme si t'avais des parrains morts, Ouais. quoi, des parrains fantômes. Ouais. Ah mais c'est terrible, hein, t'as vu. Tu sais pas comment ils sont les grands-parents. Il y en a certains, ils sont mieux morts que vivants. Hein. Bon, allez, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Grave. Moi, je voulais quand même sortir un mot compliqué, parce que vu que tu nous sors plein de mots compliqués, j'en avais un en rapport avec la mort. Ah, j'en ai un aussi. Est-ce que vous savez ce que c'est une épectase ? Ok. Ça me parle. Est-ce que ça veut dire qu'on a enlevé quelque chose ? C'est Zomat qui l'a calé dans le un son d'une après-midi, épectase. Non, bah C'est dis-nous. pour ça. Dis-nous. Une épectase, c'est mourir d'un orgasme. Ah. Voilà. Et moi, mon mot, c'était turbo-chouquette. La turbo-chouquette. Eh bah super Pierrot, merci beaucoup pour ce petit partage. J'espère que vous avez appris des trucs et Ouais. j'espère que vous garderez des trucs. Et j'espère que nos auditeurs et nos spectateurs sur YouTube ont appris des choses et vont pouvoir aussi réagir en commentaire sous la vidéo YouTube s'ils ont des choses à nous dire. Même pour tout à l'heure, quand on a raconté des anecdotes un peu paranormales, si vous avez vécu des choses aussi, on est dans le partage. Voilà, N'hésitez pas. venez commenter sous la vidéo, on sera heureux de vous répondre. Thank you.